Bonjour, je suis Senta Depeut, journaliste indépendante. Je suis deuxième sur la liste de collectifs citoyens à Bruxelles-Capitale. Bonjour, je m'appelle Aziza Nouri, je suis interprète de conférence et je suis deuxième à la liste régionale pour Bruxelles. Alors le sujet de notre rencontre, Santa, aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la protection des femmes, de l'enfance et des jeunes. Donc explique-nous un peu pourquoi ce sujet te tient Oui. vraiment à cœur. Donc voilà, déjà bien sûr, c'est un sujet, je dirais, qui me tient fort à cœur de par mon expérience personnelle avec mes enfants qui ont eu des problèmes de santé. Et donc ça fait plusieurs années qu'en tant que journaliste, en réalité, je me suis vraiment consacrée à tous ces sujets-là. Et ça m'a même poussée à m'engager dans une association internationale, Children Says Defense, qui a ouvert donc aussi à un moment une branche en Europe. Donc c'est une association menée par Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, qui est aujourd'hui candidat justement. Aussi. Et comme toi. Voilà, voilà, on est chacun candidat en ce moment. Oui. Et donc vraiment pour avoir l'intérêt de l'enfant, et dans ce cas-là c'était au départ certainement chez moi la santé de l'enfant comme priorité dans nos programmes politiques. Alors on peut dire quand même que les enfants ont vraiment beaucoup souffert ces dernières années, et surtout pendant toute cette période Covid. Donc comment est-ce que tu as vécu ça en tant que maman, même avec tes propres enfants? Oui, donc moi j'ai été effectivement très choquée de tout ce qui s'est passé parce que normalement nous avons des lois, que ce soit la charte des droits de l'enfant ou même au niveau de la constitution belge, je pense que c'est l'article 22 bis, voilà, où en fait normalement l'intérêt de l'enfant doit primer sur les autres intérêts. Et donc ça n'a pas du tout été respecté pendant la période Covid puisque les enfants n'étaient pas vraiment à risque. Mais néanmoins, il y a eu les fermetures d'écoles, il y a eu les masques, il y a eu l'isolement, et je pense que ça a eu un très très gros impact dont on n'a pas vraiment fait le bilan, je dirais aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas assez insisté là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures pour que ce genre de choses n'arrive pas. Oui, cet impact sur les enfants a été énorme parce que non seulement ils ont été isolés de leurs amis, mais aussi parfois de leurs parents qui devaient travailler dans les mêmes pièces, dans une autre pièce parfois. Mais ça, selon moi, aussi énormément augmenté la pauvreté des enfants. Par exemple, spécifiquement pour la région bruxelloise, il faut savoir qu'il y a 4 enfants sur 10 qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, le fait de ne pas aller à l'école, c'est aussi rater des cantines, par exemple, la possibilité de manger à petit prix. Donc ça, je sais que j'ai recueilli des témoignages dans ce sens-là. C'est vraiment énorme. Il y a en plus la fracture numérique aussi s'est amplifiée parce que beaucoup de familles où il y a plusieurs enfants et qui sont dans des peut-être un peu plus pauvres, bien, chaque enfant n'a pas son ordinateur ou sa tablette. Donc il fallait partager un ordinateur avec plusieurs enfants, tandis qu'à l'école ils ont parfois accès à ça. Donc il y a ça énormément. Et puis aussi, je crois pour les jeunes enfants qui ont démarré leur scolarité, leur primaire en fait pendant cette période Covid, il y a un énorme retard linguistique. Et là, je parle spécifiquement des enfants qui sont issus de parents immigrés, par exemple, ou qui n'ont pas le français ou le néerlandais, ça dépend. Hein. À Bruxelles, il y a les écoles dans les 2 langues, et qui n'ont pas ça comme première langue. Et qui en fait apprennent réellement, souvent en rentrant en primaire, pour la première fois à lire, bon, comme tous les autres enfants, à lire et à écrire, mais ils parlent à la maison une autre langue. Et souvent, ils regardent même la télé dans une autre langue. Et le fait d'être coupé de l'enseignant, il y a aussi ce problème linguistique, donc le fait de ne pas voir l'enseignant prononcer certains mots. Donc je crois que les conséquences de ça vont être énormes. Il y a eu des études internationales, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont vraiment démontré qu'effectivement, il y a une baisse de QI ou des facultés d'apprentissage, un retard d'apprentissage, un retard dans le développement de l'enfant. Oui, notamment à cause de tout ça. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est peut-être chez les un peu plus grands. Enfin, moi, personnellement, j'avais des adolescents. Et donc, je vois bien que après le deuxième confinement, il y a eu des sortes de réunions de crise de la part des enseignants en disant, bien voilà, tous nos adolescents sont en décrochage scolaire. Il y en a qui ont fait des tentatives de suicide.
il y en a qui sont dépressifs, il y en a qui sont lancés On a coupé tout le dans lien des social. drogues, etc. Ils ont coupé tout le Donc, lien social aussi. pour ceux qui Oui. sont un peu plus grands, ça va peut-être pas se marquer Oui. au niveau du développement, comme c'est le cas pour les petits, Oui. mais alors ça va se marquer effectivement dans Après, toute cette période qui est tellement cruciale pour eux Oui. au niveau social. Oui. Et donc après, on a du mal à rattraper, quoi. Oui, et pour moi, la solution, en tout cas en tant que candidate, on est Oui. candidates toutes les deux, c'est clair qu'il faut à nouveau considérer l'école comme un sanctuaire. Donc ça, Oui. même si en cas de deuxième pandémie, je ne l'espère pas, croisons les doigts, touchons du bois, qui nous refassent pas cela, c'est que l'école doit être un sanctuaire. Donc l'école doit rester ouverte à tout moment. Ça Absolument. pour les enfants, ne serait-ce que pour les accueillir, pour garder ce lien social, même pour les enfants un peu plus pauvres, qui est quand même cet accès à la cantine. Donc ça, il faut vraiment que l'école soit une priorité à ce niveau-là. Ça doit être l'endroit qu'on ne ferme pas, en Oui. fait. Je pense C'est que ça. là, Oui. on est tout à fait d'accord Oui. sur cette question. Oui, parce que ça, il y a évidemment toute une série. Donc il y a le fait que l'école doit être un sanctuaire, mais il y a aussi, pour rattraper un peu les dégâts qui ont été causés, et je crois qu'il faut renforcer aussi tout ce qui est soutien scolaire, par exemple. Tout à fait. Hein, il faut à nouveau amener ça dans les écoles. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement à ce niveau-là. Donc il faut un soutien scolaire beaucoup plus poussé. Et puis peut-être voir aussi un peu les orientations aussi, parce que je crois que le décrochage scolaire, l'apathie de ces jeunes, je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont retrouvés peut-être dans des sections qui n'étaient pas tout à fait adaptées pour eux. Et ils s'y sont retrouvés par défaut, en fait. Et tout ça, c'est à revoir, une nouvelle évaluation Oui. à ce niveau-là. Et je pense qu'au niveau de la santé mentale, d'ailleurs, Tout à j'ai fait. lu un rapport récemment qui Oui. concerne vraiment la santé mentale des Bruxellois, Oui. qui est très mauvaise, parce que Très c'est pas mauvaise. uniquement les jeunes, on est quand même avec des problèmes d'alcoolisme, de drogue, beaucoup de Belges sont sous antidépresseurs, etc. Hein, bon, et toutes les questions du burn-out, etc., qu'on va peut-être pas aborder tout de suite, Ouais, mais pas en détail. c'est quand même le cas, parce que aborder le problème de l'enfance ne peut pas être fait sans aborder le problème des femmes, et en particulier le problème des mères isolées, des mères seules. Et donc là, je pense qu'il y a énormément à faire aussi à ce niveau-là. Oui. Que ce soit au niveau de l'impact environnemental, on va dire, tous les facteurs de stress chez les enfants. Hein, bon, il y a le harcèlement en ligne, il y a les ondes, la 5G, le temps d'écran, etc., qui a explosé et qu'on n'arrive peut-être plus à gérer. Exactement. Et donc beaucoup d'enfants sont restés vraiment, j'ai vu ça aussi dans ma famille, donc c'est devenu un refuge pour eux, Oui, complètement un refuge. Oui, il y a ils des sont addictions. omnibulés, il y a des vraies addictions, J'ai vu ça des aussi, vraies addictions, beaucoup. et ça demande c'est comme Oui. pratiquement comme pour des drogués, hein, donc il faut vraiment leur apprendre à se passer de cette drogue en fait quelque part, qui est une drogue numérique quelque part. Et à côté de ça, on a aussi vu le problème de la violence familiale, notamment pendant la période Covid. Voilà, on a enfermé les enfants et les femmes, souvent avec leurs bourreaux. Oui. Ce qui a fortement augmenté les violences intrafamiliales. Et je crois que les services de police s'en souviennent de cette période, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de divorces aussi qui ont eu lieu de ça, parce que le fait d'être tout le temps les uns sur les autres, ça fait remonter, rejaillir toute une problématique. Et comme tu disais, par rapport à la violence qui est faite aux femmes, surtout, il y a l'isolement qui découle de ça. L'isolement, et je crois que les structures d'accueil par rapport aux femmes... je pense, moi en tout cas, une des choses que j'aimerais vraiment proposer, c'est qu'il y ait vraiment une amélioration, plus d'accueil, aussi un soutien financier, un suivi, et quand même favoriser la possibilité pour les mères de rester avec les enfants, parce que trop souvent on va assez vite dans des placements où les enfants sont dans des foyers séparés des parents. Mais justement parce que ces structures d'accueil, j'en connais quelques-unes, et j'ai malheureusement dû m'y rendre pour voir des personnes qui étaient dans ces structures d'accueil, c'est que la vie à l'intérieur de ces structures, c'est merveilleux ce que font ces ASBL et tenter d'accueillir ces femmes et ces enfants, mais c'est très peu naturel. Donc la structure familiale, déjà qu'ils sont extraits de leur environnement naturel, de leur maison, de leur chambre, de leurs habitudes, et on les met dans des petites chambres avec la mère, des salles de jeu, mais très contrôlées. C'est sûr que quand on met beaucoup de personnes dans une seule maison, il faut qu'il y ait des règles, mais les enfants sont énormément déstabilisés. Et donc je crois que les structures d'accueil devraient être plutôt des structures d'accueil où on replace les personnes vraiment dans des appartements.
où ils peuvent revivre Tout à fait, ensemble, tout à fait. Et en je pense famille. qu'il faut vraiment, ça c'est quand même notre objectif à Oui, Collectif oui. Citoyen, c'est de travailler avec les gens de terrain. De voir ce qu'ils Voilà. souhaitent, Ouais. Ouais. qu'est-ce qui est adapté. Parce que pour l'instant, c'est très éparpillé. Et puis, pour avoir justement connu des femmes qui ont besoin de ce genre de structure, c'est très compliqué de trouver son chemin, de savoir à qui s'adresser. Donc, il y a le CPS, mais le CPS d'une commune n'est pas celui d'une autre commune. Et donc, les accueils sont différents, les structures sont différentes. Il faut vraiment, en tout cas, moi je parle plutôt pour la région bruxelloise, il faut qu'il y ait une structuration vraiment et qu'il y ait une sorte de guichet unique quelque part Oui. pour que ces femmes puissent trouver un accueil et ne soient pas envoyées d'un endroit à un autre, à chaque fois devoir remontrer les documents, remontrer Oui. les papiers, recompléter des Ça dossiers. aussi au niveau administratif, je pense qu'il faut. Moi, Simplification. je vois le cas souvent avec des. Notamment parce que j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était le handicap mental, l'autisme, etc. Et il y a beaucoup de femmes, déjà, là, il y a un manque de place absolument, et d'aide Oui. et de moyens qui est énorme. Mais il y a aussi la difficulté qu'on redemande sans cesse, il faut toujours Sans renouveler. cesse. Enfin, je veux dire, quand un enfant est handicapé, il faut devoir tout le temps renouveler toutes sortes de démarches, etc. Oui, tout à fait. Il faut vraiment alléger la charge, Oui. la charge administrative, quoi. Il y a vraiment énorme. Enfin, il y a beaucoup trop à faire au Et niveau puis il y a aussi, administratif. C'est très je crois aussi, compliqué. donc il y a l'aspect administratif, mais il y a aussi la difficulté, souvent pour ces femmes qui ont quitté leur foyer avec leurs enfants, c'est de maintenir leur travail ou de trouver un emploi. Et là, à nouveau, il n'y a pas de vraie structure ou de réflexion par rapport à ça, parce que très souvent, elles ont des difficultés à maintenir l'emploi parce qu'elles doivent elles sont dans une situation précaire, elles ont ces difficultés administratives et elles doivent garder les enfants, parfois protéger les enfants, être partie d'un quartier pour pouvoir protéger les enfants par rapport à un conjoint violent, par exemple, et elles peuvent perdre un emploi ou avoir un taux d'absentéisme qui est relativement élevé. Donc là, je reviens alors à l'accueil des enfants, surtout pour ces femmes, pour qu'elles puissent continuer à travailler, à gagner leur vie ou à trouver un emploi si elles le souhaitent. Donc là, il y a des solutions. Il y a C'est des pour ça qu'on solutions. doit vraiment, enfin, je veux Oui. dire, notre objectif, c'est vraiment de partir de la base, non De la plus base de et de dire, comprendre voilà, les on prend besoins. des chiffres, Voilà. puisque les gouvernements, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des chiffres, ils ont des rapports, ils ont des cabinets de conseil. Ah, ce qu'ils Et- aiment beaucoup, et c'est voilà. les tables rondes. Alors, C'est ils ça. adorent ça, surtout au début de chaque nouvelle législation. C'est ils vont réinventer la pluie et on va mettre tous les acteurs du terrain autour d'une table et on va refaire le 10e rapport. C'est ça. Et il faut savoir que ça prend la moitié de la législature avant d'avoir le rapport. 25 pages en général. Donc, je fais un peu d'humour, mais Ouais. malheureusement, c'est pas drôle parce que ça se passe comme ça dans la réalité et les solutions, elles y sont pas. Et puis, 6 mois avant les échéances électorales, ils doivent arrêter. Voilà. Parce qu'il y a d'autres Voilà. priorités et on avance tellement lentement et ça doit vraiment être une priorité absolue. Et surtout à Bruxelles, en Belgique en général, déjà c'est une région qui est des régions une région relativement pauvre, certaines communes, C'est sûr. une grande disparité. C'est aussi au niveau de la santé, parce qu'on parlait de santé mentale, mais aussi la santé physique en général. Il faut savoir que le Bruxellois vit en moyenne 2 ans moins longtemps que le reste. Et ça, c'est une étude européenne qui l'a démontré. J'étais sidérée quand j'ai lu ça à cause du niveau de pollution, de l'environnement de vie. Et c'est un chiffre qui m'a vraiment énormément choquée, en fait. Mais bon, là, je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Enfin, notamment quand je travaillais pour Children's Health Defense. Oui. Voilà, disons que le premier objectif, c'est d'abord de limiter tout ce qui peut avoir un impact nocif sur la santé. Donc Oui. on parle effectivement de la pollution, de la 5G, on va dire l'alimentation, L'accès à l'alimentation. le sucre, les produits chimiques, etc. Tout ce qu'on a parfois dans l'alimentation pour les enfants. Donc là, il faut une politique beaucoup plus naturelle, c'est une forme Oui. de prévention, on va dire. D'apprentissage aussi, voilà. même à l'école, ça passe par l'école. Exactement. Apprendre à manger bien. Donc tout ça, je pense Oui. que ce sont vraiment des facteurs, y compris la nocivité de certains médicaments. Et bon, là, je suis désolée de dire que Oui. effectivement, il y a aussi parfois des facteurs déclencheurs avec certains médicaments ou certains vaccins. Certains vaccins. Donc moi, c'est sûr. je pense la plupart des gens chez Collectif Citoyen, y compris le docteur Collignon, Oui, on est pour une qui était liberté de liste. vaccinale, On est donc etc., pour une une liberté thérapeutique. Hein.
totale et ouais. une suppression des obligations vaccinales. Absolument, absolument. C'est clair. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, y compris pour rentrer, parce que c'est souvent une condition qui est mise à l'entrée en crèche ou en maternelle, Ces fameux etc. vaccins, l'ONE. on a un cocktail de combien de vaccins pour l'instant? Je crois, c'est pas Alors, 11, au ça niveau dépend. vraiment de la Oui. loi, il n'y a Oui. qu'un seul vaccin qui est obligatoire, c'est le vaccin polio. Ah oui, Sauf qu'on ne trouve pas de vaccin polio isolé, on trouve des vaccins hexavalents. Donc, Oui. on est obligé d'avoir finalement plusieurs vaccins pour, entre Arriver. guillemets, Allez, pour simplement remplir une seule obligation. Oui. Donc ça, c'est déjà pas normal. Non. Mais je pense que, voilà, je vois quand même l'autisme sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Aux États-Unis, où on vaccine beaucoup plus et beaucoup plus tôt, donc Beaucoup plus notamment à partir du premier jour de vie. Hein, on vaccine le premier jour de vie. Les chiffres de la santé sont très mauvais. Oui. Donc il y a 53% des enfants qui ont une ou deux maladies chroniques. En ce qui concerne l'autisme, on est aujourd'hui à 1 enfant sur 36 aux États-Unis, ça c'est la moyenne générale, Oui. 1 enfant sur 22 en Californie, où ils viennent récemment de supprimer toutes les possibilités, entre guillemets, de demander des exemptions vaccinales, notamment Oui. les motifs religieux. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, le coût réel de l'autisme aux États-Unis atteint quand même 500 milliards de dollars. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là en Europe, mais on n'a pas du tout les mêmes. On n'a pas non plus le même suivi au niveau des chiffres. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est parce qu'on a des meilleurs outils diagnostiques, etc. Bien sûr, ça peut expliquer Ça peut jouer. une partie, mais ça n'explique pas vraiment cette augmentation vertigineuse et qui continue d'année en année. Donc on ne peut pas continuer, entre guillemets, de se féliciter d'une soi-disant meilleur diagnostic. Il y a un siècle, on n'était pas avec eux. Parce que maintenant, c'est un tsunami qui va arriver, c'est-à-dire que quand ils sont enfants, il y a encore moyen, souvent les mères restent au foyer, donc moi je veux aussi aider. Je connais beaucoup de mères qui ne savent pas travailler, tout simplement parce qu'elles doivent s'occuper d'un enfant en situation de handicap. C'est pas toujours l'autisme, c'est parfois d'autres situations. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec une fois que cette génération arrive à l'âge adulte aussi? Oui, parce qu'il y a l'accueil évidemment qui va jouer. Ça, c'est des gens qui ne vont pas travailler. C'est non, des ils gens vont pas pour qui travailler. Il va falloir trouver des solutions. Population vieillissante, etc. Exact, donc ça devient un tout. Donc il y a ce manque de réflexion enfin sur le long terme. Et donc pour oser dire ce que personne d'autre n'ose réclamer, je pense qu'il faut qu'on réclame vraiment un calcul du coût global de la vaccination. Mais pas seulement, je crois, pour la vaccination, mais je crois pour toute une série d'autres mesures qu'ils prennent, soi-disant d'encadrement, et le calcul est rarement fait, et des études d'impact non plus. Donc on a un manque à ce niveau-là. Ouais, c'est la même chose avec le Covid, je veux dire, la fermeture. Je pense Qu'est-ce que ça a réellement coûté, voilà. L'impact sur l'économie, la fermeture du pays, ça a coûté beaucoup plus. Oui, ça c'est clair. Voilà. Je pense que ça, c'est le docteur Collignon. C'est le sujet pour docteur Collignon. Son cheval de bataille. Moi, je voulais revenir un peu sur la protection des femmes et surtout des jeunes aussi, parce qu'il y a quand même un grave problème de violence qui est faite aux femmes, en particulier, et aussi d'harcèlement. Oui. Donc, par exemple, le hasard veut, on est le 21 mai aujourd'hui. Oui, je te rappelle la date. Et donc demain, 22 mai, ça fera 10 ans, donc le 22 mai 2014, la loi contre le sexisme, la loi sexisme a été votée. Et c'est une loi qui est très peu connue en fait, très peu appliquée, ni par les forces de l'ordre, ni par d'autres. Et c'est quand même une loi qui permet d'intervenir par le biais, entre autres, de sanctions administratives communales, d'un peu plus sécuriser l'espace public et l'espace que les femmes prennent publiquement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le harcèlement de rue, parce que ça s'appelle loi sexisme, mais c'est une loi contre le harcèlement de rue, ça ne concerne pas que la rue, évidemment, ça concerne tous les espaces publics, partout où on peut être. Et est-ce que tu as une petite idée du nombre de femmes qui ont déjà subi une forme de harcèlement quelconque? Des études internationales. En ce qui concerne le viol, je pense que c'est 1 sur 4.
Mais harcèlement général. Donc, Harcèlement, je ça saurais va pas dire. du petit truc à un Oui, truc oui. plus Et ça important. correspond à nos statistiques Voilà, eh bien, personnelles, je pense. 98%. Ah, oui. 98%. Oui. C'est énorme. Et récemment, il y a une étude, une enquête qui a été menée, par exemple, sur la commune d'Ixelles. Je crois que c'était des femmes de 18 à 30 ans. Eh bien, c'était pratiquement 90%. Plus de 90% C'est ça. disaient avoir subi Qu'est-ce une forme quelconque. qu'est-ce qu'on a comme solution? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, surtout, ça se passe à différents niveaux, en fait. Il y a des associations qui donnent des formations aussi dans les écoles. Je crois que ça commence à l'école. Oui. Il faut absolument apprendre le respect, quel qu'il soit entre les jeunes, les enfants, et apprendre à respecter la femme, et la femme, l'homme, évidemment, mais c'est surtout vis-à-vis de la femme que ça se passe. Et il y a un manque de respect. On croit qu'on peut dire n'importe quoi et qu'on peut faire n'importe quoi. Souvent, c'est parce que les garçons se sentent un peu plus forts, ils se disent, elle va pas réagir, et je vais faire ce que je vais. Et ça se passe vraiment à l'école, parce que c'est là que ça commence surtout. Hein, il y a le harcèlement, surtout que maintenant, avec les outils numérique qu'on a rajouté, le téléphone, le harcèlement se fait également au niveau numérique énormément, ça fait des dégâts énormes, mais il y a aussi le harcèlement dans la vraie vie, et donc il faut passer par l'école, ça c'est une étape déjà passée par là. Il faut aussi faire comprendre à la société en général que ce genre de comportement n'est pas accepté, et qu'on ne va plus l'accepter. Donc à ce moment-là, il y a évidemment les forces de l'ordre qui rentrent en ligne de compte. Donc eux aussi doivent être formés. Oui, ça à je ce pense qu'il y niveau-là. a un gros problème. Et là, voilà, à il ce y a un gros niveau-là. problème parce que j'ai donné des formations dans 2 zones de police à pas mal de policiers qui n'étaient pas du tout au courant de cette loi, qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait une forme de vraie violence physique pour intervenir, et qui disent bon, on a autre chose à faire, on a des violences intrafamiliales, il y a plein de gens qui attendent, et où dans les formations on doit leur expliquer, écoutez, à la limite vous faites revenir la personne plus tard, mais il faut prendre sa plainte. Oui, Parce c'est que ça permet justement de rentrer dans les statistiques. Il y a Et- beaucoup de femmes qui se oui. plaignent justement de ne pas pouvoir déposer de plainte. Voilà, et cette on loi les écoute pas, on ne prend pas les plaintes. Cette Ouais. loi permet d'aller porter plainte quand on est assis à un arrêt de bus et que systématiquement tous les jours on se fait ennuyer. Eh bien, il y a une possibilité. Non seulement c'est important pour les statistiques, c'est-à-dire que plus on prend conscience de l'ampleur du problème, plus on va réagir et on va prendre ça au sérieux. Donc ces statistiques servent à ça aussi, mais ça va servir aussi à, par exemple, réaménager parfois l'espace public aussi, quand ça permet d'identifier les zones problématiques et de changer les choses, peut-être de changer un arrêt de place, de rajouter plus de lumière, l'éclairage, etc. Donc c'est vraiment, c'est très important, on sous-estime, mais et souvent ce harcèlement de rue, dit de rue, est le degré zéro de la violence. C'est ça. Il s'exerce en fait. Alors, est-ce qu'on parle Evras maintenant? Parce que Sans problème, parce que voilà. oui, c'est quand même un peu lié. Hein. C'est lié, Donc, oui, voilà, tout je à pense fait. que Oui. avec Collectif Citoyen, on est Tout à beaucoup fait. en fait assez opposé à l'Evras actuel. Actuelle, sous Donc sa forme voilà, actuelle. tout ce ouais. qu'on vient de dire, je pense, Ouais. montre bien qu'on est au contraire Ouais. extrêmement vigilante et préoccupée par rapport à Oui. les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, etc. Et donc les égalités de genre aussi. Oui. Mais voilà, il y a des façons de le faire. Mhm. Et donc, voilà, je pense que moi, je me suis engagée aussi. J'ai ça, fait plusieurs évidemment, oui. articles Oui. et on est beaucoup dans Collectif Citoyen On est beaucoup, on est très nombreux. à avoir ouais. vraiment lutté contre le projet Evras tel qu'il est conçu actuellement. Mais surtout, Si je peux dire, oui, pour vas-y. moi, les notions vraiment essentielles qu'il y a pour nous, la première, c'est de dire, il y a pas, parce qu'on part sur des postulats qui sont faux, qu'il faut remettre en question. sur Et des donc, idéologies, voilà, comme sur l'idéologie il y a de genre, deux par exemple. idéologies. Voilà. Il y a l'idéologie de genre, Oui. des histoires d'identité de genre, de transition d'identité, de oui. genre, etc. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas en parler à aucun moment, mais certainement pas dans tout ce qui est en dessous on va dire, dans l'enseignement fondamental et avant. Et idem pour tout ce qui est, donc nous on est pour en fait la suppression de l'Evras Oui. en dessous de au D'un minimum certain 5-6e primaire. Quoi. Oui. En dessous de ça, il n'y a pas à avoir entre guillemets d'Evras, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas former des personnes Mais à détecter On les peut violences. voilà, parce que ça, Mais il faut... il n'y a pas de programme intrusif Voilà. à avoir vis-à-vis Parce que des enfants. je voudrais Oui. intervenir juste à ce moment-là, parce que souvent, ce qu'on nous reproche
quand on s'oppose à l'idée de l'EVRAS, on dit oui, mais il y a quand même des violences qui se passent, il faut quand même que les enfants soient au courant de ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est difficile d'accorder les deux, mais ça ne doit pas passer nécessairement par ce type de formation d'EVRAS. Donc comme tu dis, d'explication sur l'identité de genre. Déjà, cette théorie n'est pas acceptée par tous. Elle a fait son intrusion dans l'enseignement tout à coup. Elle fait son intrusion dans la société. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Il n'y a pas de consensus scientifique, quel qu'il soit, à ce niveau-là. Et ça n'a, selon nous, pas sa place à l'école, en tout cas pas à l'école fondamentale. Évidemment, les jeunes vont être confrontés à cela. Ils vont apprendre, lire, écouter certaines choses qui traitent de ce sujet. Mais est-ce qu'il faut expliquer à un enfant de 6 ans qu'il peut changer de genre? Non, ça, tu m'as donné un exemple tout à voilà. l'heure. Je t'ai donné un exemple, voilà. Qui est vraiment choquant. Alors ça ne se passe pas partout comme ça. Heureusement que ça ne se passe pas partout, mais ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai recueilli un témoignage aujourd'hui de quelqu'un dont la petite fille de 7 ans va dans une école où il y a donc des cours EVRAS qui sont donnés, et ils n'ont pas trouvé mieux dans cette école en particulier, parce qu'il faut peut-être préciser qu'il y a des formateurs EVRAS, et ce n'est pas tous les mêmes, ils ne suivent pas tous les mêmes règles. Qui sont très bien. Voilà, et il y en a qui font ça très très bien, très sérieusement. Par contre, dans cette école en particulier, ce formateur EVRAS n'a pas trouvé mieux que de prendre le mot éveil, mais vraiment à la lettre, en proposant à chaque enfant, attention, on parle d'enfants de 7 ans, de venir individuellement dans un local sombre et seul avec le formateur, et ce formateur demandait à chaque enfant de se toucher, de se caresser pour déterminer comment il se sentait, s'il se sentait fille ou garçon, mais qu'il ne devait pas faire attention au fait qu'il était peut-être un petit garçon, il pouvait se sentir comme une petite fille. Bon, moi là, je me pose des questions sérieuses. Un adulte dans un local seul, sombre, avec un enfant qui demande à l'enfant de se toucher, je n'arrive pas à suivre. Et donc on a des enfants qui sont et traumatisés. Des enfants qui sont traumatisés, il y en a plein. Et déjà, imaginez, là c'est quand même c'est assez extrême, il y a des enfants qui sont déjà traumatisés par le simple fait qu'on leur a parlé de certaines choses. Et puis il y a aussi une grande diversité il faut respecter aussi, je crois, l'intimité de l'enfant. Il y a des enfants qui sont plus précoces que d'autres, il y a des enfants qui peuvent entendre ou voir certaines choses que d'autres pas. Et donc il faut préserver cette enfance-là. Donc par rapport à ce genre de sujet. Il faut qu'un enfant puisse aller... Ce ne sont pas des sujets tabous, mais... Que des adultes puissent être formés à reconnaître un enfant en difficulté et à pouvoir l'accompagner, à aller en parler, à faire une démarche autour d'un enfant individuellement. Il n'y a pas à venir arriver avec de manière intrusive, à imposer des contenus et des programmes, en tout cas certainement pas... aux plus jeunes, quoi. Non, ça c'est clair. Donc ça c'est fait, ça c'est dans dit. Le programme collectif citoyen. Oui, parce qu'on part du principe que l'éducation, elle se fait à la maison surtout, et l'école c'est pour apprendre. Donc je pense qu'à nouveau, voilà, il faut aussi respecter effectivement les parents. On s'en force ces dernières années, et ça c'est vraiment des politiques. Moi, comme je me suis beaucoup intéressée aux politiques internationales, on voit qu'en fait il y a des politiques mondiales, tous ces agendas globales, etc. Donc là, au niveau de l'EVRAS, il y a des politiques de l'OMS ou de l'UNESCO. Oui, parce que les gens pensent parfois que l'EVRAS c'est un sujet belgo-belge. Non, c'est ça. En Flandre, il y a la même chose avec Sensoa, mais c'est mondial. En fait, voilà, qui donc vont édicter des programmes avec des recommandations qui vont alors être transposés, on va dire... chez nous en Europe, on a les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, par exemple. Et donc là, effectivement, on voit de 0 à 4 ans, ceci, cela. Donc comment ça, de 0 à 4 ans Donc là, déjà, à partir de ces standards, je pense qu'il faut les revoir, les remettre en question. Et puis après, les programmes nationaux sont chargés, entre guillemets, d'appliquer dans leur propre politique ces programmes. Alors, ce qui n'est pas du tout clair, et vraiment, moi, une question sur laquelle je n'ai eu aucune réponse. Pourtant, je pense qu'on a vraiment essayé, en tout cas moi dans mes publications ou dans les interpellations que je souhaiterais faire en ce moment, c'est de dire, mais est-ce que la Belgique, en tant qu'État, s'est engagée, ou la Wallonie, je ne sais pas, s'est engagée à suivre ces standards? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce qu'il y a des financements, le planning familial international, etc. Donc ça, je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a des sanctions si
si entre Mais guillemets, justement, c'est on refait un programme propre. ça, c'est des questions que toi tu poserais Ouais, évidemment en tant que journaliste, absolument. mais aussi Bah, en tant qu'élu, en tant un qu'élu, bien futur entendu. élu, et aussi En tant que journaliste, j'ai pas de non, réponse, non, donc voilà, voilà, c'est c'est pour ça. ça qu'on met les pieds dans la porte. Exactement. Et je crois justement que le collectif citoyen peut, dans ce dossier en particulier par rapport à l'EVRAD, c'est une parfaite illustration de la démarche qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on veut impliquer le citoyen dans les prises de décision. Et donc, pour un projet aussi impactant qui va toucher aux enfants, dans tous les sens du terme, vraiment, qui peut les perturber aussi potentiellement, il faudrait vraiment qu'il y ait une large consultation et que les parents soient beaucoup plus impliqués. Bon, ils disent qu'ils ont consulté des associations de parents, etc. Mais bon, alors, eux, parlons-en. Ils ont fait une étude avec 300, une consultation Voilà. avec 300-400 personnes. 300-400, justement. Oui. Il y avait quand même eu un questionnaire avec démocratie participative. Oui. Il y a 45 000 personnes, je crois, à peu de choses près, qui ont répondu. Majoritairement, ils s'opposaient à la manière, ou en tout cas un certain nombre de points qui paraissaient choquants. Comme on le dit, on est pour quelque chose, une collaboration, quelque chose de bienveillant. On n'est pas là pour qu'il n'y ait rien du tout. Mais non, bien Certainement, sûr. oui, pas d'éducation à la sexualité chez le petit, mais après, bon, c'est sûr qu'il faut de la prévention. Mais ça doit être fait avec les parents. Et je pense que là où, quelque part, l'action citoyenne a eu véritablement c'est grâce aux manifestations, un succès avec les manifestations, on a un peu forcé tout ça, finalement les médias à en parler, ils ont été obligés. Ils ont été obligés d'en parler à un moment. Mais là où maintenant, je dirais pour moi, la première étape du succès, c'est qu'aujourd'hui, il y a une conscience collective et beaucoup de familles, dans beaucoup d'écoles, les familles tout simplement vont voir la direction, les enseignants et demandent qu'est-ce qui va être fait. On s'informe auprès des enfants, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école, etc. Et donc ça, c'est vraiment cette prise en charge citoyenne, parce que c'est là-bas, c'est vraiment ce dossier est une très bonne illustration de l'ADN même du collectif. C'est-à-dire que c'est un sujet, certes l'EVRAS est un sujet, mais il y en a d'autres. Mais c'est dans la démarche, dans la technique, dans la prise de décision et comment on doit travailler avec les citoyens pour arriver à prendre des décisions aussi impactantes. Parce que c'est vraiment, on parle d'enfants, on parle de l'avenir, on parle de leur bien-être physique, de leur santé psychologique aussi. Et donc c'est très important et on ne peut pas laisser ça entre les mains de quelques associations ou de fédérations de représentants d'eux. Non, ça c'est vraiment typiquement un dossier qui, pour nous, au collectif citoyen, ferait l'objet de cette participation citoyenne. Et en particulier, je pense que les communautés sont différentes. Aussi, c'est un facteur dont il n'est pas tenu compte. Voilà, et je peux dire, par exemple, dans mon cas, je suis issue d'une famille mixte. J'ai un père marocain, musulman, et j'ai une maman flamande catholique. Eh bien, évidemment, les approches sont différentes. Ma maman me parlait plus facilement de certaines choses. Mon père, pas du tout, évidemment. Il y avait des sujets tabous, mais c'est culturel. Ce n'est pas parce que culturellement, il y a une forme de pudeur que ça veut dire qu'on n'est pas au courant. Il faut juste respecter l'approche et la manière dont certains sujets sont apportés et abordés. Et je crois que dans ce genre de dossier, on n'a pas tenu compte de cette diversité aussi des familles. Et de leurs origines, et de leur, pas seulement des origines ethniques, je dirais, mais même des origines religieuses. C'est ça qui n'a pas joué non plus dans ce dossier. Oui, on sent qu'il y a souvent une volonté, je dirais, d'empiéter un petit peu sur l'autorité parentale. Sur l'autorité, sur leurs origines, leur religion, etc. Je ne dis pas qu'il faut tenir compte à 100%, mais c'est quand même, ce sont des éléments absolument importants qui jouent par rapport au développement de l'enfant et de ce qu'il sait entendre ou pas à un certain âge et comment aborder certains sujets sans passer par choquer tout le monde. Donc, c'est ça surtout qu'on veut éviter. Voilà. Ouais. En même temps, bon voilà, il y a encore pour aller un petit peu plus loin dans le sujet des violences sexuelles, je pense que là aussi, il y a vraiment... Voilà, un dossier qu'il faut rouvrir, c'est quand même la lutte contre la pédocriminalité. Mais je suis très contente qu'on aborde le sujet. Voilà. Parce que l'un amène l'autre. Oui. Et donc, qui se fait malheureusement, enfin, on voit les chiffres en France, c'est une personne sur 5, donc qui est un mineur sur 5 qui est victime de violences sexuelles. Donc, on sait que ça se passe quand même beaucoup dans les familles. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même un travail à faire.
c'est pas nécessairement avec quelque chose d'intrusif chez les tout petits. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a déjà faire appliquer les lois. Je pense que pour beaucoup de choses, il faut faire appliquer les lois. On a des lois qui protègent, tout à l'heure tu en as parlé, sur la femme. On a des lois... Mais on a un arsenal de lois. On a un arsenal de lois. Il y en a plein de lois qui sont très intéressantes, qui ne sont pas appliquées parce qu'elles ne sont, par exemple, cette loi au sexisme, eh bien, il y a pas mal de détails et des manquements qui font que l'applicabilité est très difficile. Donc, on a un vrai travail à faire aussi avec des juristes qui devraient nous aider par rapport à cela aussi, pour mieux détailler, mieux agencer les lois pour qu'on puisse réellement les appliquer. Oui. Et puis soyons honnêtes, je veux dire, les pédophiles sont en particulier dans tous les organismes et toutes les institutions. C'est toutes les couches de la société aussi, et qui traitent en particulier celles qui traitent de l'enfant, que ce soit le renseignement, les mouvements de jeunesse, les organisations de protection de la jeunesse, on les retrouve dans certains Donc, secteurs en particulier. Je veux dire, là aussi, on a aussi toute une série d'experts, que ce soit au niveau de la justice, de l'aide sociale, etc. Donc, à un moment, moi, une chose que j'aimerais bien, comment faire changer les choses, c'est peut-être dans les nouveaux instruments qu'on veut amener au niveau de la démocratie et de la justice, du fonctionnement de la société. Parce que si on se retrouve avec des gens corrompus, on a beau avoir toutes les lois qu'on veut, ça va pas changer. Il faut une plus grande indépendance de la justice par rapport à ça. On pourrait peut-être aller faire des audits citoyens. Pourquoi pas, nous aimons bien l'idée du tirage au sort. Et donc, voilà, aller rouvrir des dossiers. Il y a beaucoup de dossiers, d'abord, où les peines sont insuffisantes en ce qui concerne. En parlant de peines, ce type de dossier aussi, excuse-moi de t'interrompre, c'est que il ne faut pas qu'il y ait une limite dans le temps pour pouvoir porter plainte. Supprimer la prescription. Parce qu'il faut parler aussi de l'aspect psychologique des victimes. Beaucoup de victimes font un blocage à un moment donné. C'est un instinct de survie. C'est une façon de pouvoir tenir le coup. Déjà, quand on est mineur, c'est extrêmement difficile. Exactement. Donc, surtout si un blocage de 20-30 ans, ce n'est pas exceptionnel. Il y a l'autorité, même quand on est jeune adulte, on est dépendant de la famille. Donc, c'est très, très difficile. Et on voit que dans la plupart des cas, c'est souvent passé 30 ans, voire même à 40-50 ans, que les gens, se souviennent, ont le courage de se dire, ok, maintenant je vais les confronter. Souvent, c'est entre guillemets trop tard. Il y a ces dossiers-là qui doivent être... On revient à nouveau à la formation, parce que comme tu disais, le tirage au sort, les audits, etc., par rapport à la justice, la formation aussi des magistrats, l'accueil, on revient toujours à l'accueil des victimes, quelles qu'elles soient. Donc, il y a un gros déficit à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment un gros focus à faire là-dessus. Parce que je ne comprends pas pourquoi on sous-estime l'importance de cet accueil et de la formation. Parce que ça peut éliminer énormément de dégâts après. Je reviens par exemple à ce harcèlement. Il y a des victimes, quand elles ne sont pas entendues, des études ont démontré que quand une victime plus vite elle parle, plus vite elle s'en remet. Et ça peut être par une petite chose, par un comment ça va, qu'est-ce qui se passe, tu peux en parler. Ça peut déjà faire ça peut déjà résoudre énormément de problèmes. Et ça élimine aussi tout ce qui peut en découler. Les problèmes psychologiques, le fait, ça engendre énormément de frais, l'accueil, médecin, encadrement psychologique, médicaments, etc. Si cet accueil y est dès le départ, c'est tellement de choses qui suivent, qui n'auront pas lieu d'être, Et il faut savoir aussi que les victimes ont des stratégies d'évitement. Donc, il y a le blocage psychologique pour les victimes de ce genre d'actes. Pour celles de harcèlement, par exemple, il y a l'évitement. Changer de quartier, changer de métier. Et elles prennent sur elles pour essayer de se sentir mieux et de survivre. Et donc, effectivement, c'est hyper important de ne pas avoir de limite dans le temps pour pouvoir déposer une plainte. Et de prendre en considération la parole de l'enfant. On dit souvent que la parole de l'enfant ne vaut rien, qu'ils disent n'importe quoi, qu'elle n'est pas fiable. Qu'ils inventent, qu'ils ne sont pas fiables. En fait, qu'un enfant dénonce un adulte et que ce soit un mensonge. C'est vraiment... c'est très rare, en fait. Donc, c'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la petite fille qui, en rentrant de l'école, s'est tout de suite confiée à sa maman. Il faut déjà y aller pour inventer tout ce scénario. On m'a mis dans une pièce noire, on m'a demandé de me toucher, on a demandé de m'identifier. Je veux dire, c'est pas une enfant de 7 ans qui va rapporter ce genre de choses. Elle l'a vécu. Voilà.
Donc voilà, on a beaucoup de choses. Ah, mais on a tellement de travail à faire. Rien que pour protéger Ouais. les femmes et les enfants. Oui, Je oui, crois oui. qu'on a Bon, on a plein de sujets. On aurait pu parler encore beaucoup de choses un très de gros l'économie programme. pour les femmes, donc Oui. leur faciliter le travail, les horaires de travail, les contrats précaires. Donc on a beaucoup de sujets qu'on pourrait encore aborder. Et Collectif Citoyen a beaucoup d'idées pour essayer de résoudre ça, évidemment. Oui. Et surtout en collaborant avec les citoyens, parce que qui on est, nous? On n'est pas là... on a des idées, mais on veut travailler avec les citoyens, évidemment, pour Oui. trouver une solution. Oui, on n'est pas Ça, là c'est- pour faire la politique Non. de la chaise vide, et Non, puis on non, est juste contre, non, non. etc. Non, C'est- c'est ça. On ne va c'est pas revenir vraiment avec un pour, dossier tout fait. Voilà ce qu'on a trouvé. On veut que ça soit fait avec les citoyens. Mais je crois que tu avais encore un petit message, je crois, de fin. Ah oui, Ah, oui. Et Ça, dans quelle langue est-ce que tu vas faire ce petit message? Dis-moi. Hein? On va le faire dans Allez, vas-y, de taal explique-toi. van Vondel. Ja, hein? ja, ja, Oké. ja. Dus we Ehm, zijn dan nu twee half Vlaams. Ja, voilà. En ik ben helemaal in Vlaanderen opgegroeid en Ja. ik ben daar naar school gegaan. Ja, ik wou het gewoon even hebben voor de stemming van 9 juni, de faciliteitengemeente. En we gaan het lijstje geven, hè. Dus als de mensen, ik heb het hier genoteerd, Drogenbos, Kruinem, Linkenbeek, Rood-Saint-Genèse, we hebben Wemmel en Wezenbeek-Oppen. Al die gemeentes kunnen, als ze willen, voor collectief citoyen stemmen. Enkel en alleen voor de Kamer. Hè? Dus Ja. niet regionaal. Enkel en alleen voor de Kamer. Maar dan moeten ze wel kiezen natuurlijk voor de Franse kieskring. En dat is dezelfde oproep voor de Nederlandstaligen in Brussel. Die kunnen ook voor collectief citoyen kiezen als ze de Franstalige kieskring kiezen. Ja. Want er zijn veel tweetalige mensen binnen collectief. We hebben nog geen Nederlandse Ja, afdeling. spijtig. Ja, het We is hebben wel geen tijd gehad, want we Een hebben... van de zaken ja, waar ja. we hebben eigenlijk heel een veel beetje werk spijt gehad, hebben, dat ja. we geen Tijd tijd hebben hadden gehad. om eigenlijk ook Ja, Vlaamse absoluut. Een Vlaamse lijst te vriend en een maken. Vlaamse lijst op te stellen. Ja, misschien voor de Maar- gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Hè, dat kan er nog We komen. hebben toch, we zijn de grootste partij, De grootste van de kleine partijen. beweging. Beweging, Want ja. we willen niet als een echt partij functioneren, maar we hebben toch 247 kandidaten. 247 op de kandidaten lijsten. en in Brussel alleen hebben we 97 kandidaten. Dus dat is enorm. We hebben evenveel kandidaten als Als de alle grote andere partijen. Als de grote Ja, ja, partijen. ja, ja. Ze zien ons minder, ze horen ons minder, maar Ja. we kunnen lawaai maken. Ja, Dus, ja, het is voor ons wel niet zo gemakkelijk Nee, om nee. eigenlijk, ons eigenlijk te adverteren te laten of kennen te in laten kennen. feite. Ja. Ja, want we krijgen voorlopig Voorlopig hebben we nog geen niets grote uitnodiging Nou, gekregen. op televisie, op televisie. of Ja, op de inderdaad. radio, alleen Ja. maar 2 minuutjes. Maar we zijn hier bij onze recht op televisie, hè? hebben. Dit is Ja, onze ja, ja. tv. Hè? Dat is onze channel, Collectief Citoyen is onze channel. Dus. Ja, ja. Oké. Maar kijk, voor Brussel, welke lijst is het? Welk nummer is het voor de lijst? 20. 20. Ja. Dus voilà, Oké. 20, liste 20, Ja. c'est ça, Ja, pour les élections le 9 juin. Voilà. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Et à tous, puis, merci Senta. À bientôt. À bientôt.